Il y a un gros débat aujourd'hui qui alimente les réseaux sociaux avec l'adoption du Bitcoin qui s'est passé du côté de la SCA. On se pose la question de savoir si la crypto-monnaie peut réellement développer un pays. Oui, c'est de ça qu'il est question parce que les débats sont un peu, ça va dans tous les sens. On se pose la question de si c'était une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée, et ainsi de suite. Et ça met donc aux yeux de certaines personnes la crypto-monnaie parce que plusieurs personnes ont découvert la crypto-monnaie sous un certain angle. Ils ont été abrutis par les discours de la crypto-monnaie, c'est ce qui va nous permettre de devenir riches, et ainsi de suite. Donc du coup, les images que ces personnes ont de la crypto-monnaie, c'est que c'est un moyen de devenir riche facilement. Mais est-ce que réellement c'est ça le but de la crypto-monnaie? Donc pour ceux qui découvrent les crypto-monnaies maintenant, bien évidemment, c'est pas ça le but des crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un autre aspect de la crypto-monnaie qui va te permettre, toi, derrière, de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser la crypto-monnaie et comment est-ce que la crypto-monnaie peut réellement servir même pour le développement d'un pays. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas encore apprendre à ce sujet. Salut à toi, moi c'est Visconde. Si tu découvres cette tête pour la première fois, c'est une tête qui a l'habitude de parler des crypto-monnaies, de tout ce qui se passe dans l'écosystème pour mieux vous aider à comprendre ce qui se cache derrière cette révolution technologique. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu veux comprendre également comment ça se passe, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner déjà à la chaîne, d'activer la cloche de notification et liker, partager la vidéo, commenter la vidéo pour permettre à notre chaîne également de grandir et à d'autres personnes de découvrir ce que tu es en train de découvrir là aujourd'hui. La deuxième chose, quand tu seras en description de la vidéo, tu trouveras le lien du groupe Telegram qui est de loin la première communauté crypto-éducation francophone. Tu vas également trouver le guide gratuit du débutant pour te permettre d'avancer encore plus rapidement. Et si tu n'as pas le temps de passer par la tonne de vidéos qui existent déjà sur la chaîne, il y a une formation qui a déjà été enregistrée pour te permettre de devenir un bon investisseur dans les crypto-monnaies. D'autres formations sont en train d'être préparées. La formation pour devenir un développeur blockchain, un consultant blockchain, c'est en cours de préparation. Donc, restez juste scotché parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Elvis n'est pas un conseiller financier, bien évidemment. Cette vidéo, c'est à titre éducationnel, comme d'autres vidéos sur la chaîne. La première chose qu'il faut comprendre de la crypto-monnaie, c'est qu'elle est adossée à une technologie, la technologie blockchain. Une blockchain, c'est tout simplement un registre de transactions comme on peut avoir dans une banque. À la différence d'une banque, ce registre de transactions n'est pas détenu par une seule personne. Il est détenu par plusieurs personnes dans le réseau. Et donc, la mise à jour de cette information, de ce registre-là, se fait simultanément par le consensus qui va permettre de valider les transactions qui vont être mises sur cette blockchain. Le consensus varie et ça dépend de la blockchain. Sur la blockchain du Bitcoin, on parle de la preuve de travail, donc le proof of work. Et sur d'autres blockchains, on va parler de preuves d'enjeu comme le proof of stake, comme la blockchain de Solana, la blockchain de Cardano, la blockchain de Elrond. Il y a d'autres consensus qui existent, mais voilà globalement les deux plus connus et les deux plus utilisés. Les consensus permettent d'ajouter dans les transactions sur la blockchain pour éviter qu'il y ait des transactions frauduleuses qui vont se greffer donc dans ce registre de transactions-là. Et quand à un moment donné, ce registre de transactions est compromis, on va faire ce qu'on appelle un fork. Donc un fork, c'est une division de la blockchain qui va permettre soit de corriger la donnée, soit de migrer vers une autre donnée, vers une autre blockchain. C'est ce qu'on appelle donc les hard forks et les soft forks. Donc on ne va pas entrer en détail dans cette vidéo. C'est juste pour te permettre de comprendre que derrière la crypto-monnaie, il y a une technologie qui est derrière en train de créer une surcouche au-dessus d'Internet parce qu'elle a besoin d'Internet pour pouvoir fonctionner, bien évidemment, la blockchain. Et alors, la première chose comme avantage qu'on peut déjà avoir si on migre vers les crypto-monnaies et comment est-ce que la crypto-monnaie peut permettre de développer un pays, c'est déjà de confier cet aspect de son argent à quelque chose qui est décentralisé. La blockchain est décentralisée parce que c'est pas une seule personne qui valide les transactions. Les personnes qui valident les transactions ne sont pas connues. Tu peux faire une transaction ici au Cameroun et c'est validé du côté de l'Inde, du côté de la Suisse, ou bien du côté du Canada, ou du côté des États-Unis, de la Chine, ainsi de suite. Et du coup, c'est pas une seule personne qui est dans le processus de validation. Une fois que le validateur fait, d'autres personnes vont se mettre à jour et il peut y avoir bien évidemment certaines attaques qui sont très difficiles à faire, comme les attaques de 51. Mais le facteur décentralisation est le premier facteur clé de la blockchain parce que
ce qui plombe parfois nos États, nos gouvernements, c'est cette gestion hyper centralisée des choses. La centralisation n'est pas juste un concept aujourd'hui. Même nos États ont cette volonté de pousser la décentralisation. On a vu du côté du Cameroun, on avait le grand dialogue qui s'est tenu pendant les échanges sur la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il y a eu cette volonté encore de pousser la décentralisation là. Et du coup, la blockchain peut aider à pousser cette décentralisation-là un peu plus rapidement que ce qui est fait de nos côtés, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit du côté de l'Europe, de l'Amérique. La décentralisation, c'est quelque chose qui est volontairement parfois mis de côté parce que ça n'arrange pas un certain nombre de personnes. Or, la blockchain peut justement contribuer à pousser encore plus loin cette décentralisation. La deuxième chose qu'on peut noter véritablement avec l'adoption des crypto-monnaies, c'est la transparence. Aujourd'hui, on n'a pas une certaine vision transparente de la gestion des biens publics de l'État, des caisses publiques de l'État et d'un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il y a donc des corruptions, des détournements de fonds de façon massive. On voit dans certains pays les personnes qui vont en prison après avoir été accusées de détournement. C'est des montants assez faramineux qui ont été comme ça dérobés pour les mettre au service d'une seule personne qui accapare comme ça les biens d'un État et c'est comme ça les biens publics. Donc du coup, la transparence, s'il y avait une transparence, on aurait pu détecter ces choses un peu plus tôt. Et la blockchain, justement, vient résoudre ce problème-là en essayant de mettre les choses aussi transparentes que cela soit possible, bien qu'il y a d'autres blockchains qui permettent de contourner un certain nombre de choses, mais avec des mécanismes très faciles à mettre sur pied, on peut contrôler ce qui se passe sur la blockchain et on peut donc vérifier les transactions qui s'effectuent et qui s'exécutent sur la blockchain. Il y a les Know Your Customer qu'on peut assigner à des adresses et on voit comment aussi une adresse fait des transactions, on peut derrière vérifier qu'il fait une transaction avec une autre adresse qui a le Know Your Customer, qui est un mécanisme qui permet d'identifier des utilisateurs dans des plateformes, que ce soit sur des plateformes centralisées. Bref, ça permet d'identifier des personnes, sur le processus d'identification des personnes. Donc, la blockchain peut encore, justement, au travers de sa transparence, réduire les taux de corruption qu'on a, qui gangrènent nos sociétés actuelles et qui est un gros frein pour le développement. Un autre aspect qui est assez fascinant et assez pertinent même avec la blockchain et les crypto-monnaies en général, c'est qu'on n'a pas besoin d'imprimer. Ça n'a pas besoin d'avoir un support physique pour fonctionner. Quand il dit support physique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir le Bitcoin. Il n'y a même pas de version papier, de version physique du Bitcoin. Donc, ça fonctionne uniquement sur la blockchain. Et comme ça fonctionne uniquement sur la blockchain, c'est donc facile d'utilisation. Tu n'as pas besoin d'aller t'aligner dans une banque pour faire des transactions. Tu n'as pas besoin d'aller créer un compte quelque part. Tu as juste besoin de ton téléphone. Et avec ce téléphone-là, tu peux faire des transactions avec des personnes de par le monde entier. Donc, du coup, la blockchain peut encore même pousser la bancarisation, le taux de bancarisation qui est déjà assez faible dans nos gouvernements, ce qui fait qu'un bon nombre d'agents comme ça échappent au contrôle de l'État parce que ce sont des personnes qui n'entrent pas dans le schéma de transaction classique d'agents. Donc du coup, avec la crypto-monnaie, on peut encore pousser la bancarisation un peu plus loin parce que avoir un téléphone, c'est un peu plus facile que installer les ATM dans un village, par exemple. Et là, ça va permettre que plusieurs personnes puissent facilement entrer dans le système bancaire. Un autre aspect de la blockchain, c'est que les transactions sur la blockchain ne sont pas réversibles. Et comme les transactions ne sont pas réversibles, ça va éviter un bon nombre de choses aujourd'hui dans l'écosystème. On a parfois des banques qui utilisent les comptes des utilisateurs et les transactions qui s'effectuent dans ces comptes-là n'apparaissent jamais dans le relevé bancaire de ces personnes. Donc du coup, avec la blockchain, ce sont des éléments qui ne vont plus être possibles parce qu'on ne peut pas supprimer une transaction, on ne peut pas annuler une transaction. Il est donc impossible de pouvoir utiliser les comptes des utilisateurs ou bien faire des transactions sans que cela n'apparaisse quelque part. Il y aura forcément des traces quelque part et la traçabilité, c'est quelque chose qui permet justement de réduire la corruption parce que si aujourd'hui on te demande de payer les taxes et qu'on sait que toi c'est tel compte et qu'on dit voilà le compte dans lequel tu dois envoyer tes taxes, si tu dis que tu as payé, on sait exactement que tu as payé. Les gens qui sont en bordure de route et qui prélèvent de l'argent par exemple, si ils ne donnent pas de l'argent à ces personnes et que vous faites des transactions directement sur la blockchain, toutes ces traces-là vont aller, toutes ces traces et tout cet argent va aller où ça doit réellement aller et ça permet justement encore à l'État de pouvoir avoir le contrôle sur le flux de transactions
qui s'effectue dans son territoire. Et cet aspect-là, justement, peut contribuer majoritairement à développer un pays parce qu'il y a beaucoup d'argent qui échappe le contrôle fiscal, qui échappe donc des systèmes des réseaux de transactions monétaires classiques, et ça échappe donc au contrôle et ça ne va pas où ça doit véritablement aller. Donc avec cet aspect de transactions qui ne sont pas réversibles, ça peut réellement contribuer à développer un pays. Un autre aspect également de la blockchain, c'est que les transactions sont très faibles. Les coûts de transactions sont très faibles. Aujourd'hui, pour faire transiter de l'argent, ça coûte beaucoup cher. Du côté du Cameroun, par exemple, avec les comptes Mobile Money, Orange Money, pour envoyer un transfert de 50 000 francs CFA à quelqu'un par Orange Money et que la personne fasse le retrait, la personne a besoin de débourser environ 800 francs CFA. Et 800 francs CFA, ça c'est après que toi tu as payé quelque chose comme 50 ou 70 francs de frais de transaction pour envoyer. La personne pour recevoir et retirer ça en cash doit dépenser environ 800 francs CFA. Mais imaginez-vous qu'il fallait uniquement les premiers 50 francs qui ont été déboursés chez la personne qui a envoyé la transaction et que la personne qui reçoit la transaction de l'autre côté n'a pas besoin de sortir de l'argent du système. Si l'argent ne sort pas du système, alors les frais de transaction seront très moindres. Et alors sur la blockchain, on n'a pas donc la possibilité de retirer en cash. Si on est uniquement dans le système de blockchain, du coup, on va faire des transactions sur la blockchain et réduire encore les frais de transaction. Et on parlait comme ça des centaines de millions de francs CFA et de dollars dans le monde entier qui sont payés chaque jour uniquement pour les frais de transaction, pour déplacer de l'argent d'un compte à un autre. Et ça coûte parfois beaucoup. Mais si aujourd'hui, on est tous sur le même réseau et qu'on a la même monnaie qui est acceptée, du coup, pas besoin d'aller dans un autre réseau. Donc, les frais de transaction seront vraiment réduits et ça peut donc faire des pertes comme ça qui vont rester dans les poches du contribuable et les permettre de dépenser dans d'autres aspects et faire encore grandir l'économie, par exemple. Bien qu'on va me dire cet argent, ça va également à une entreprise qui derrière paye les taxes et tout, mais ces entreprises-là peuvent clairement prendre moins de frais. Ou bien ces entreprises-là, s'il n'y a pas ces intermédiaires au milieu, plus il y a d'intermédiaires au milieu de la chaîne, plus les taux de transaction, les frais de transaction seront encore élevés. Donc si on coupe ces intermédiaires, du coup, même pour faire cette transaction-là, ça va encore coûter moins et on va donc dépenser encore moins pour faire les transactions. Donc voilà un autre aspect qui est assez important, qui peut aussi permettre de contribuer au développement d'un pays. Un autre aspect de la blockchain qui n'est pas également négligeable, c'est que vu que on dépense beaucoup de centaines de millions de francs d'argent dans nos économies pour garantir la sécurité. La sécurité, que ce soit des comptes bancaires, des différentes banques et tout ça. Cette sécurité-là, c'est quelque chose qui est natif dans la blockchain. C'est quelque chose qui est natif sur les différents blockchains qui existent parce que la blockchain aujourd'hui a 3 trilèmes. Et une blockchain, avant de se développer, fait le maximum d'efforts possibles pour garantir ces 3 trilèmes. Le premier trilemme, c'est la sécurité. Le deuxième trilemme, c'est la décentralisation. Et le troisième trilemme, c'est la scalabilité. Généralement, on maximise sur la sécurité et parfois, on peut minimiser les 2 autres éléments, la décentralisation et la scalabilité. Mais les blockchains comme la blockchain de Bitcoin, la blockchain d'Ethereum, la blockchain de Cardano, la blockchain de Elrond, ce sont des blockchains qui ont déjà prouvé et démontré leur aspect de sécurité. Du coup, les milliers d'argent, les tonnes d'argent qu'on dépense chaque année dans l'optique de sécuriser les comptes et même comme jusque-là, il y a toujours de pertes d'argent, de fuite d'argent dans les banques, cet argent devient donc inutile et on ne va donc plus dépenser tout cet argent-là parce que derrière la blockchain a déjà cet aspect sécurité, cet aspect de sécurité. Donc c'est chacun qui va investir un petit effort dans l'optique de sécuriser son portefeuille. Et sécuriser son portefeuille, c'est assez facile. Même le braquage peut réduire parce qu'il sera impossible de savoir qui détient quoi. Il n'est pas collé sur le front de quelqu'un, telle personne a tel compte, a tel nombre d'argent dans son portefeuille. Mais par contre, si on va dans une banque, on peut facilement hacker une banque, on peut facilement dérober de l'argent dans les coffres forts des banques, ou bien de l'argent, ou bien des métaux précieux qu'on a mis parfois dans les comptes à gage et ainsi de suite. Du coup, il est plus facile d'arnaquer ou bien de faire des vols dans des banques parce qu'on est au moins sûr qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'une certaine façon. Même comme c'est pas toujours le cas dans certaines banques. Mais par contre, si tu vois quelqu'un en route, tu peux pas savoir si la personne a l'argent ou pas. Encore même si c'est dans son téléphone, tu ne sauras pas. Donc du coup, je pense que ça peut également contribuer à réduire le taux de banditisme chez nous. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que
on dépense beaucoup d'argent dans l'optique d'imprimer. Pour imprimer de l'argent, ça a un gros coût. Il y a le coût d'impression du papier, le coût de fabrication du papier pour imprimer, le coût des matériaux pour sécuriser ces différents papiers-là, que ce soit le mercure, que ce soit les différents éléments qui entrent dans la fabrication de la monnaie. C'est quelque chose dont on n'aura plus besoin parce que l'argent qu'il y a sur la blockchain, c'est un peu comme un message que tu es connecté sur WhatsApp et tu envoies d'une personne à une autre. L'infrastructure est déjà là. Et alors, tout ce que tu fais, c'est utiliser cette infrastructure-là avec le petit téléphone que tu as déjà pour transater, pour faire des transactions et te connecter à d'autres personnes de par le monde entier. Donc, pas besoin d'imprimer de l'argent. Et tout ce qu'on imprime, on avait les machines pour imprimer, les industries d'impression d'argent et tout ça, avec les mécanismes de contrôle, on n'aura pas besoin de tout cela. Ça, c'est un autre aspect. Le dernier aspect sur lequel je vais un peu insister, c'est l'inflation. L'inflation, généralement, est très peu maîtrisée dans nos États. Et comme cette inflation est très peu maîtrisée, du coup, on est parfois en train de plomber nos économies parce que derrière en fait, ce capitalisme assez effréné, les banques veulent encore se faire beaucoup plus d'argent. Du coup, on va même prêter l'argent avec les taux d'intérêt vraiment faibles, parfois même nuls, dans l'optique d'épuiser les réserves que les banques peuvent émettre. Parce qu'une banque a besoin d'avoir 10% de la réserve qu'elle peut émettre. Ça veut dire quoi? Une banque avec 10 000 peut émettre jusqu'à 100 000. Du coup, ce taux d'inflation-là est hyper élevé et ça peut faire plomber nos économies. Alors qu'avec la blockchain et les crypto-monnaies, l'inflation est déjà maîtrisée avec l'algorithme derrière qui permet de créer cette monnaie-là. C'est une monnaie qui est créée de façon algorithmique. Et le programme qui crée la monnaie est défini, est connu de tous. Il n'y a donc pas de personnes qui vont manipuler la création de ces monnaies-là derrière. Donc, ça veut éviter même aux États de subir les inflations comme ça qu'on peut avoir et d'avoir un même langage commun de par le monde entier. Ça évite que toi qui veux quitter d'un pays à un autre, tu dois convertir encore de l'argent, tu dois avoir la monnaie d'un autre pays et tout, et tout, et tout. Et ça devient compliqué, bien que ça peut couper de nombreuses sources de revenus à d'autres personnes parce que dans ces taux de transaction-là, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent. C'est ce qu'on appelle également le forex. Dans la différence qu'il y a entre les prix des monnaies, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais l'inflation peut clairement être maîtrisée et contrôlée au travers de la blockchain qui est donc un avantage considérable pour les économies qui sont grandissantes. Les économies qui sont très fragiles, leur monnaie est également très fragile. Aller vers une monnaie qui est déjà assez solide, qui a déjà montré ses preuves de par le monde entier et qui n'est contrôlée par personne, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant même pour les États parce que ça leur évite de devoir encore se munir des tracasseries qu'il y a à gérer l'impression de sa propre monnaie et le contrôle de sa monnaie. Donc voilà un élément qui est assez fondamental sur lequel je voulais insister. Un autre aspect, et le dernier sur lequel on va parler, c'est l'aspect du développement même des infrastructures autour de la blockchain et des crypto-monnaies. On a parlé depuis d'un aspect crypto-monnaie proprement dit. Mais la blockchain, c'est une infrastructure, c'est comme Internet. Et il y a donc plein de choses dans le pays qui peuvent se mettre au-dessus de ces blockchains. Et on va donc pouvoir avoir une infrastructure contrôlée de façon décentralisée un peu partout, que ce soit au niveau de la gestion des dossiers dans les parquets, parce qu'on voit parfois des personnes qui entrent en prison et après un certain nombre de temps, ces personnes sont relâchées parce qu'on dit que le dossier est perdu. Comment un dossier peut se perdre? Donc, ça peut même pousser encore et accélérer la numérisation des systèmes aujourd'hui qui tardent à être numérisés. L'assurance a de gros problèmes. J'ai un ami qui me racontait une histoire de... il a eu un accident. L'assurance est venue, on a fait le constat et tout, mais c'est 2 ans après qu'ils ont reçu une compensation. Et ça, c'est juste lamentable et déplorable. Tu peux pas avoir un accident aujourd'hui. Il te faut les dommages, il te faut bien de l'argent pour réparer et combler ces dommages-là à l'instant. Mais non, ça vient 2 ans après. La voiture avait même déjà été vendue. Ça, c'est ce qui est drôle dans tout cela. Donc, avec la blockchain, on peut automatiser ce genre de process et faire en sorte qu'il n'y ait plus de latence, il n'y ait plus de temps d'attente dans des choses qui sont simplement inutiles d'attendre parce que ce sont des process déjà connus. Et quelque chose qui est un process déjà connu, c'est facile de l'automatiser. Que ce soit au niveau des actes de naissance, que ce soit au niveau des actes de mariage. Récemment, je ne sais pas trop dans quel pays, il y a quelqu'un qui a signé monogamie avec 5 femmes. Il est allé dans différentes mairies
et il signait monogamie à chaque fois. Mais comment est-ce qu'on fait pour vérifier ce genre de choses? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que oui, quelqu'un est déjà marié et qu'il a déjà un acte de mariage avec quelqu'un? Quelqu'un qui veut aujourd'hui signer monogamie avec une autre femme, alors qu'il a signé monogamie avec une autre femme du côté du Cameroun, c'est pas légal, c'est pas normal. Si tu veux signer polygamie monogamie avec une autre femme, il faudrait qu'avec la première, tu aies signé déjà polygamie, auquel cas, ce serait simplement hors la loi, ce serait en fait là ce serait pas normal. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour contrôler cela? Comment est-ce qu'on fait pour contrôler ça? La blockchain peut aussi agir à ce niveau. Il n'y a pas que la blockchain. On peut mettre sur pied des systèmes informatiques qui font ce genre de choses, bien évidemment. Mais le fait que ce soit décentralisé, ça évite qu'il y ait une seule personne qui contrôle. Parce que si c'est un système informatique où il y a un directeur des systèmes d'information, quelqu'un qui est là pour gérer les bases de données et tout, du coup, on peut corrompre ces personnes qui vont modifier les informations à l'intérieur et faire passer un certain nombre de choses, bien évidemment. Du coup, avec la blockchain, le fait qu'on ne puisse pas modifier, qu'on ne puisse pas annuler les transactions, quand il dit modifier, on peut modifier, mais les modifications sont tracées. Les modifications sont publiques et on peut voir exactement ce qui se passe. Ça dépend bien évidemment du type de blockchain. Donc, voilà un peu ce que je voulais préciser pour toi qui pensais que la blockchain c'est uniquement un moyen de se faire de l'argent. Voilà quelques éléments que tu ne connaissais peut-être pas de la blockchain. Et une dernière chose avant de continuer, c'est que de par le monde entier, il y a tellement d'applications et d'infrastructures qui sont en train de se mettre au-dessus donc de la blockchain. Il y en a donc en train de créer un Internet au-dessus de la blockchain. Si ce sont des choses que tu ne savais pas, voilà que tu sais aujourd'hui. Si tu as aimé, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo et tu permets à d'autres personnes de comprendre ce qu'il y a au-dessus de la blockchain. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.